Alors, nous avons vu avec l'étude du corps noir que l'échange d'énergie entre la matière et le champ de radiation se fait de façon quantifiée. Donc il y a des quantités bien déterminées qui sont échangées entre des quantas, ce qu'on appelle des quantas d'énergie qui sont échangées entre le champ de radiation qui règne à l'intérieur de l'enceinte close. On a une enceinte close avec une paroi qui est portée, une paroi de matière qui est portée à une température T, et on constate que le champ de radiation à l'équilibre thermodynamique, le champ de radiation à l'intérieur de l'enceinte, échange de l'énergie avec la paroi, et cet échange se fait de façon quantifiée. Alors en plus, on a vu avec l'effet photoélectrique que non pas l'échange de la lumière entre le champ de radiation et la matière se fait par quanta d'énergie, mais que la lumière elle-même, que le champ de radiation lui-même, il est constitué de particules de quanta d'énergie, de sacs d'énergie, et où chaque sac d'énergie transporte une quantité d'énergie qui est proportionnelle à la fréquence de l'onde associée. Donc avec l'effet photoélectrique, on a écrit que l'énergie d'un photon, c'est h nu, où h c'est la constante de Planck, et nu c'est la fréquence de l'onde associée. On a vu aussi que le photon, dans l'expérience de l'effet Compton, que le photon, c'est une véritable particule qui possède une impulsion comme toute particule relativiste. Donc, la lumière, c'est des photons, elle est constituée de sacs d'énergie, chacun d'énergie h nu, et donc cette lumière, cette onde lumineuse est en fait un flux de photons. Alors aujourd'hui, on va voir qu'à partir de ce concept corpusculaire, nous allons voir qu'est-ce qui arrive au sein de l'atome, comment se fait l'échange d'énergie entre la matière et le photon. Et on va voir donc, on va essayer de comprendre la structure de l'énergie de l'atome à partir du concept corpusculaire. Et c'est ce qu'a fait Bohr pour remonter à la structure de l'énergie de l'atome d'hydrogène. Alors, on va étudier ce qu'on appelle un spectre atomique. Et pour étudier ce spectre atomique, ce spectre d'émission de la lumière par la matière, il faut distinguer entre deux choses. Il faut distinguer entre des spectres qu'on appelle les spectres continus, un spectre continu tel que celui du corps noir, par exemple le corps noir. Donc, le corps noir, c'est un corps qui possède un spectre de densité d'énergie de radiation qui dépend de la température. Donc, si vous changez la température, si vous réduisez la température, eh bien, vous allez changer la durée de la courbe. Donc, c'est une température T'. Donc, ça, c'est un spectre qu'on appelle un spectre continu, c'est l'aspect de radiation du corps noir, du rayonnement du corps noir, radiation thermique. Alors il y a d'autres sources qui sont différentes, qui ne produisent pas de tels spectres, mais plutôt produisent un spectre qu'on appelle un spectre discontinu. Ce spectre discontinu, on l'observe par exemple lorsqu'on analyse la lumière qui est produite par des éclairs. Comme vous avez par exemple, vous entendez un tonnerre, vous avez des éclairs, et ces éclairs vont traverser l'air. Vous avez donc un faisceau d'électrons qui va traverser l'atmosphère, et vous allez voir émission de la lumière, une très forte lumière. Et quand on analyse cette lumière, c'est-à-dire vous mettez un spectromètre, et vous allez voir que la lumière va avoir un spectre qu'on appelle un spectre discret, où je représente ici l'émittance spectrale est lambda,
en fonction de la longueur d'onde. Et là, vous allez voir que vous avez un spectre translucide. Donc un spectre qu'on appelle un spectre discret ou un spectre doré. Donc ceci c'est un spectre doré. C'est un spectre doré, et un spectre discret, et c'est un spectre discontinu. Ceci veut dire que la lumière que nous obtenons ne contient pas toutes les longueurs d'onde, mais contient uniquement des valeurs bien déterminées de longueur d'onde. Donc, en physique atomique, nous sommes appelés à comprendre pourquoi est-ce que l'atome n'émet que quelques fréquences, ou bien qu'un certain nombre, ou bien que quelque chose d'énombrable. Alors ça, c'est l'objectif du cours d'aujourd'hui. Nous allons voir le spectre de l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? Eh bien, nous allons voir le spectre de l'hydrogène, puisque l'hydrogène, c'est l'élément le plus simple. Donc, lorsqu'on comprend ce qui se produit au sein de l'hydrogène, nous pouvons comprendre ce qui se produit pour les atomes plus complexes. Alors, c'était l'objectif des physiciens depuis la fin du 19e siècle, la fin du 19e siècle, avec notamment Balmer en 1885, lorsqu'il a tenté d'étudier le gaz d'hydrogène. C'est difficile de préparer l'hydrogène à l'état atomique sous faible pression, et malgré ceci, donc, il prépare un tube qui contient de l'hydrogène sous faible pression, et il met une décharge électrique. Donc il va produire une décharge électrique qui va traverser ce gaz, et il va analyser la lumière qui est émise par cette source à décharge. Donc ceci, ça s'appelle une source à décharge. On met une différence de potentiel assez élevée qui va permettre de produire une décharge électrique qui traverse le gaz. Les électrons de la décharge vont entrer en collision avec les atomes de ce gaz atomique d'hydrogène, et le résultat, c'est l'émission d'une lumière. Alors cette lumière, c'est la lumière qu'on va analyser. Donc c'est le résultat de l'hydrogène va entrer en collision avec l'électron. Le résultat, ce que j'obtiens, c'est de l'hydrogène, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, donc on va voir qu'il sera excité, va absorber une certaine quantité d'énergie cinétique à partir de l'électron incident. Il va la transformer sous forme d'énergie interne, et puis il va de nouveau réémettre. Mais maintenant, on ne va pas émettre la lumière, va émettre cette énergie, absorber cette énergie interne, il va la transformer sous forme d'une lumière qui est émise. Donc, vous allez avoir à la fin, bien sûr, l'électron qui va perdre de l'énergie. Donc ici, vous avez un électron avec une énergie cinétique incidente. Et vous avez un électron avec une énergie cinétique finale, plus de l'hydrogène, plus un photon, plus un H. Donc, on va essayer de voir ce phénomène, cette lumière qui est émise. Donc, ça, c'est l'idée de voir comment il va essayer de remonter à la structure de l'énergie en analysant la lumière qui est émise. Alors, cette lumière est analysée par un spectromètre. Le résultat, c'est un spectre discret, et pour Balmer, lorsqu'il a fait l'expérience, il a obtenu un spectre qui contient 4 raies, tout simplement, en termes de longueur d'onde. Donc vous avez la première raie, la seconde, la troisième et la quatrième. Donc il a obtenu seulement 4 raies. 4 raies nettes. Il a appelé la première raie H-alpha, la seconde il a appelé H-bêta. Les lettres grecques, on les utilisait très souvent pour
marquer des grandeurs physiques, alors H gamma et finalement H delta. Balmer a obtenu seulement 4 raies. Et ici, nous sommes dans le domaine du visible. Donc, les 4 raies appartiennent au domaine du visible. Mais on ne peut rien dire concernant les autres régions, par exemple l'infrarouge, les microondes ou même l'ultraviolet ou les rayons X. Donc, on n'avait pas encore les moyens de voir exactement qu'est-ce qui arrive dans ces régions. Donc, Balmer, en se limitant à ces 4 raies, il a constaté une sorte de régularité de la distanciation, de la distance séparant les pics successifs. Et cette régularité, il l'a écrit sous forme d'une formule qui lui produit toutes les valeurs de toutes les longueurs d'onde possibles, lambda, en introduisant un paramètre qui fait varier, et il a dit que les 4 raies sont obtenues en faisant appel à une certaine constante lambda 0, qu'il a déterminée, fois un nombre n au carré sur ce nombre n au carré moins 4. Alors cette formule permet de retrouver les 4 pics en faisant varier n qui prend des valeurs allant de 3, par exemple 3, ça vous donne le premier, et puis 4, ça vous donne le second pic, 5 et 6. Avec les valeurs de n, 3, 4, 5 et 6, il obtient les positions H alpha, H bêta, H gamma et H delta. Mais plus tard, en 1987, d'autres mesures ont été refaites, mais cette fois-ci dans le domaine de l'infrarouge et dans le domaine de l'ultraviolet. Notamment avec Lyman et Paschen. Lyman va faire des mesures pour le spectre qui est contenu dans le domaine de l'ultraviolet, et Paschen va faire les mêmes mesures, mais dans le domaine de l'infrarouge. Plus tard, il y a d'autres physiciens qui ont refait l'expérience pour explorer d'autres domaines de plus en plus loin dans l'infrarouge. Alors, malheureusement, lorsqu'on a étudié avec Lyman en 1989, en 1889, dans le domaine de l'ultraviolet, avec Paschen dans le domaine de l'infrarouge, cette formule, la formule de Balmer, marche. Donc, cette formule, la formule de Balmer est à rejeter. Elle ne peut plus reproduire les positions des raies dans le domaine de l'infrarouge et dans le domaine de l'ultraviolet. C'est Rydberg qui, en 1989, va résoudre ce problème. Donc, en 1889, Rydberg va proposer une autre alternative, une autre loi, mais la loi de Rydberg va faire intervenir 2 raies. En fait, Rydberg a constaté que les raies qu'on obtient sont regroupées en ce qu'on appelle une série. Donc, il a constaté que toutes les raies qu'il obtient peuvent être regroupées en des séries, et on va avoir plusieurs séries qui peuvent se chevaucher. Par exemple, je peux avoir une série comme celle-là, une autre qui va faire comme celle-là. Vous pouvez avoir différentes séries qui se superposent. Et lorsqu'il y a beaucoup de séries, eh bien, il y a des zones où le chevauchement peut
ne laisse plus apparaître cette forme de série. En fait, il a constaté qu'il y a des séries, et ces séries peuvent être, elles aussi, indexées par un paramètre. Donc, il n'y a pas seulement un paramètre qui va gérer la position du pic, comme ici n, on va avoir deux paramètres, un paramètre qui va gérer le pic et un paramètre qui va gérer la série. Et donc, Rydberg, il a introduit une autre formule, et la formule de Rydberg, c'est 1 sur 1, qui est égale à une certaine constante, qui est appelée aujourd'hui, qui porte le nom de Rydberg, la constante de Rydberg, facteur de 1 sur n carré moins 1 sur n carré, avec là, maintenant, les deux paramètres m et n sont les deux entiers. Donc ce sont des entiers naturels, non nuls bien sûr, puisque avec 0 au dénominateur ça ne marche pas. Et donc, avec la condition que le n doit être supérieur à n. Le n doit être supérieur à n, et bien sûr, m et n, tous les deux entiers. Et donc, vous aurez un paramètre qui va indiquer la série, et un paramètre qui va indiquer le pic. Donc, le n, c'est pour dire est-ce qu'il s'agit de cette série ou de celle-là, de la série rouge ou de la série blanche. Et le n va me donner l'ordre du pic. Donc j'ai besoin de deux paramètres n. Ainsi, pour Balmer, il va décrire toutes les séries qui ont été retrouvées expérimentalement, c'est-à-dire la série de Lyman, qui correspondait à m égale à 1. Avec m égale à 1, vous allez obtenir la série de Lyman. Et la série de Lyman, il va s'écrire tout simplement 1 sur lambda R, facteur de 1 sur 1 de 1 moins 1 sur 1 carré. Alors pour la série de Balmer, c'est pour n égale à 2. Lorsque n égale à 2, il obtient la série de Balmer, et dans cette série de Balmer, vous aurez 1 sur lambda qui est égal à R, facteur de 1 sur 4 moins 1 sur n carré. Maintenant, si vous remplacez, si vous écrivez lambda, vous aurez ici 1 sur lambda qui sera égal à R, facteur de n carré moins 4 sur 4 n carré. C'est-à-dire, si vous prenez l'inverse, vous allez avoir lambda est égal à 4 sur R fois n carré sur n carré moins 4. Et ainsi, on retrouve la formule de Balmer en posant tout simplement que 4 sur R, 4 sur R, c'est la même valeur que la constante qui était calculée par Balmer. La constante de Rydberg, numériquement, c'est 109 737 cm moins 1, c'est l'inverse de la longueur. Et ainsi, avec la formule de Rydberg, nous pouvons retrouver toutes les règles et en constatant que toutes les longueurs d'onde qu'on obtient, sont en fait de longueurs d'onde qui ont un double index, donc n et n, deux indices, et tout chacun va s'écrire R, facteur de 1 sur 1 carré, moins 1 sur 1 carré. Et on a constaté qu'en fait, la lumière qui est émise, c'est-à-dire que les photons qui sont produits par l'atome, si j'ai un atome qui va émettre un photon, h nu, bien h c'est sur lambda n, ça c'est l'idée. Donc en fait, si on fait la différence entre deux termes, on
peut l'écrire comme c'est la différence entre le terme Tm, voilà, Tn, avec Tm c'est ce terme R sur n carré, donc là Tm c'est R sur n carré, et Tn c'est R sur n carré. Et donc toutes les longueurs d'onde sont le résultat de la différence entre deux termes spectrales. C'est ce qu'on appelle le principe de combinaison de Ritz. Ça c'est le principe de combinaison de Ritz. Donc, on associe à chaque longueur d'onde deux termes qui, dont la différence, produisent cette même valeur d'origine. D'autre part, nous pouvons exprimer ceci en termes d'énergie. En multipliant ceci par Hc, nous allons voir que, en multipliant les deux côtés par Hc, on va obtenir que Hc sur lambda n, CHc fois R, hauteur de 1 sur n carré moins 1 sur n carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire que l'énergie, par exemple, je peux dire que l'énergie du photon, c'est la différence entre deux valeurs d'énergie, une énergie initiale et une énergie finale. Alors, l'énergie initiale doit être supérieure du point de vue énergétique à l'énergie finale, parce que l'atome va perdre de l'énergie, donc l'énergie finale doit être inférieure à l'énergie initiale. Donc, initialement, l'atome va avoir une énergie qui est plus grande, et enfin, il va avoir une énergie qui est plus faible. Donc, il va y avoir une baisse d'énergie pour que le photon soit émis à cette valeur d'énergie, Hc sur lambda n. Alors, puisqu'il s'agit d'une différence d'énergie, Bohr va schématiser ceci comme étant une transition entre deux niveaux d'énergie, c'est-à-dire que l'atome va être constitué de structures discrètes d'énergie, discontinues d'énergie, et l'atome peut avoir des valeurs quantifiées d'énergie avec les nombres quantiques qui sont En. Là, vous aurez par exemple un axe d'énergie, et là, je mettrai les différentes valeurs de N. Là, j'ai N, N, N2, N3, ainsi de suite. Et donc, pour les paramètres N et M, ils peuvent prendre l'une des ces valeurs. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Alors, Bohr va établir sa loi sur base de cette idée. Il va dire qu'il s'agit d'une transition entre deux niveaux. Alors, il va prendre le niveau initial, c'est le niveau En, dont l'énergie initiale, vous allez avoir Hc, l'énergie initiale, c'est EM, qui est HR fois H fois C sur n carré. Mettre ici un signe. Donc, le M c'est moins RHC sur n carré. Et en faisant que l'énergie EN c'est moins RHC sur n carré, je peux écrire que l'énergie du photon, c'est la valeur absolue. Hein, je dois mettre la valeur absolue de l'énergie. Donc j'ai la valeur absolue Hc sur lambda n qui doit être positive, doit être égale à la différence entre les niveaux d'énergie En moins En. Donc ici je vais avoir En moins En. En c'est le niveau final et En c'est le niveau initial. Donc l'atome va subir une transition partant du niveau d'énergie En et allant vers le niveau d'énergie En. Cette transition va être suivie d'une
émission de photons dont la longueur d'onde, c'est hc sur lambda mn, qui est égal à la différence d'énergie entre les deux niveaux, En moins N, qui est celle-ci. Et ceci porte le nom de la loi de Bohr. Donc la loi de Bohr, c'est une loi qui nous permet de retrouver le spectre, ce qu'on appelle le spectre d'énergie de l'hydrogène. Le spectre d'énergie de l'hydrogène, et ce spectre d'énergie, je peux le représenter sous forme d'un diagramme d'énergie dans lequel je vais pouvoir mettre le diagramme d'énergie, bien sûr, dans le cas de l'atome d'hydrogène. On va donner par exemple tous les niveaux par des axes horizontaux, et dont l'espacement suit exactement la formule de l'énergie En qui est moins RHC sur N carré. Donc là, vous aurez par exemple pour N égale à 1, ça vous donne cette valeur. N égale à 2 sont toutes des valeurs négatives. Donc, puisqu'ils sont négatifs, je vais mettre le 0 ici. Et donc, les niveaux d'énergie, ils vont tendre vers 0 quand N tend vers l'infini. Donc, ce sont des valeurs négatives qui vont tendre vers 0 quand N tend vers l'infini. Ainsi, vous pouvez schématiser les transitions entre les différents niveaux. Et je vais schématiser même ce qu'on appelle les séries. Alors, d'abord, la série de Lyman, c'est la série des transitions entre les niveaux supérieurs et le niveau fondamental n égale à 1. Ça s'appelle le niveau fondamental. Et les niveaux supérieurs s'appellent des niveaux excités. Donc, ça sont des niveaux excités. Et ceci, c'est le niveau naturel, ou bien fondamental. On appelle le niveau fondamental. Ou bien le niveau naturel. Et les transitions entre les niveaux excités et le niveau fondamental vont produire ce spectre discret de lumière qui est constitué de séries. Et la première série de Lyman, c'est la série des transitions entre le niveau supérieur et le niveau n égale à 1. Donc, vous aurez toutes les transitions vont constituer l'ensemble de la série qu'on appelle la série de Lyman. Pour les transitions entre le niveau supérieur et le niveau n égale à 2, on va produire la série des pics de la série, ce qu'on appelle la série de Palmer. Et pour le niveau n égale à 3, vous aurez également d'autres séries, la série de Paschen, de Praget, de Pfund, et ainsi de suite. Donc vous avez un certain nombre de raies qui sont groupées en séries, et les séries, je peux les schématiser. Alors, chaque série, comme vous pouvez le constater, elle a vous pouvez voir, le photon le moins énergétique, c'est le photon qui est produit de cette transition, et le photon le plus énergétique qui est produit de la transition avec ce qu'on appelle le continuum. Ici, vous avez la valeur 0, et la valeur 0, c'est lorsque n tend vers l'infini, vous avez la valeur 0. Donc la dernière transition sera celle-ci. Donc le photon le plus dur, le plus énergétique sera celui qui est issu de cette transition, et le photon le moins énergétique sera le photon qui est issu de cette transition. Donc vous avez la série est caractérisée par une longueur d'onde minimale, maximale, et une longueur d'onde minimale. Donc chaque série, chaque série est caractérisée par lambda maximal et
lambda minimale, dans laquelle vous aurez la longueur d'onde maximale lambda 1 sur la longueur d'onde maximale, c'est la longueur d'onde correspondant à la plus petite énergie, c'est-à-dire c'est pour la série par exemple de Lyman, si je prends la série, eh bien la série du Balmer, je prends la série du Balmer. Alors vous aurez 1 sur lambda max, c'est pour la série du Balmer. Donc par exemple la série de Balmer, où je vais calculer la valeur de la longueur d'onde maximale. Donc 1 sur lambda max, c'est facteur de 4 moins 1 sur, alors si c'était n carré 2, et là j'aurai 2 plus 1, donc sur 2 carré, et là sur 2 plus 1 au carré. Ok? Donc ça fait 1 facteur de 1 quart. Donc le résultat que vous allez obtenir pour la longueur d'onde du maximum, pour la série de Balmer, vous allez obtenir que 1 sur lambda max, c'est 36, 5R sur 36. Et lambda minimale, donc 1 sur lambda minimale, c'est la longueur d'onde que vous allez obtenir lorsque vous faites la transition entre le niveau E égale à 0, donc n est égal à l'infini, avec m égale à 2. Donc vous allez avoir lambda min, c'est R sur 4. Donc vous allez pouvoir calculer les deux valeurs de longueur d'onde, et pour la série du Balmer, on trouve que la longueur d'onde minimale c'est 3640, longueur d'onde minimale, pour la série du Balmer, vous avez la longueur d'onde minimale, c'est 3640 angstrom, et la longueur d'onde maximale qui est de 6563 angstrom. Donc ce sont les deux valeurs extrêmes, et les deux pics extrêmes de la série de Balmer. Et comme vous le voyez, il y a une grande partie à partir de 3000. Donc, on sait très bien que le domaine visible commence à partir de 3800. Là, on est un peu en dessous du domaine visible. Donc, il y a des raies qui sont contenues dans l'ultraviolet. Donc, il faudra voir quel est le niveau le plus supérieur qui va correspondre à la valeur de 3800 angstroms. Donc, pour la valeur supérieure, il est en dessous de 7700 angstroms, parce qu'on sait très bien que le visible, eh bien, il va jusqu'à 7700, et là nous sommes en dessous. Mais par contre, pour la longueur d'onde minimale, il y a une petite partie qui est en dessous de 3800 angstroms, qui n'est pas visible. Alors, puisqu'elle n'est pas visible, eh bien, il faudra faire le calcul pour voir quelles sont les raies qu'on peut voir. Alors, si je vous les ai donnés sous forme d'exercice, en vous demandant de calculer le nombre, bien le niveau supérieur, à partir duquel la transition va produire une lumière qui est visible, c'est-à-dire une lumière dont la longueur d'onde doit dépasser 3800. Donc vous devez éliminer toutes les raies qui sont situées entre 3640 et 3800. Et donc, si on fait le calcul, il suffit de voir quel est le niveau qui va me donner la valeur de 3800, donc le niveau supérieur.
Alors je vais devoir calculer, chercher la longueur d'onde la longueur d'onde minimale. La longueur d'onde minimale elle est de 3640 angstroms. Je sais très bien que le domaine visible il est entre 3800 angstroms et 7700 angstroms. Là, je suis situé ici à 3640, donc il faudra éliminer toutes les raies qui sont situées dans ce domaine. Alors, ce qu'il faut faire, c'est calculer la longueur d'onde lambda, telle que j'ai la valeur, la différence entre. Alors, lambda, c'est 1 sur lambda, 1 sur lambda, qui est égal à R, facteur de 1 quart, puisqu'il s'agit de la série de Balmer, moins 1 sur n carré, que je dois chercher, de telle manière à ce que le lambda, c'est 3800 angstroms. Alors je fais le calcul, je peux chercher, donc je remplace lambda, ici, lambda égale à 3800 angstroms, et je cherche n, et quand je produis la valeur de n, je trouve que n est égal à 9,9. En fait, 9,9 c'est un peu moins que 10. Donc, je n'ai pas encore atteint le niveau n égale à 10. Donc, je suis entre le niveau n égale à 1, n égale à 9 et n égale à 10. Donc, en fait, l'atome ne peut pas être dans le niveau E10 s'il n'a pas suffisamment d'énergie. Donc, ce qui va se produire, c'est que en fait, le niveau sera n égale à 9, donc je dois prendre la partie entière de 9,9. Donc en fait, le vrai n, puisque n est un entier, donc ça, le vrai n, c'est en fait la partie entière de 9,9 qui est égale à. Donc je prends la partie entière de cette quantité et maintenant je peux calculer, je peux voir quelles sont les transitions que je peux avoir. Et quand je fais le schéma entre les différents niveaux, je constate que je dois avoir en réalité 7 règles. Alors si je fais le calcul ici, je vois que j'ai des transitions entre le niveau E9 et E2. Donc, vous aurez le niveau E2, E3, E4, E5, E6, et ainsi de suite jusqu'à E9. Donc je vais simplement mettre 9 niveaux. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je dois faire la condition. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc en principe, nous devons voir 7 règles qui sont dans le domaine visible, mais Balmer n'en a vu que 3, très probablement parce que les niveaux du niveau supérieur E9, E8 et E7 sont très peu probables dans le mélange et donc très peu brillants. Donc on peut ne pas les voir. On peut voir simplement les 4 raies essentielles qui étaient claires, mais par contre les 3 dernières n'ont pas été observées et ne sont pas faciles à observer parce qu'ils sont très peu intenses.